à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. 8 femmes afrodescendantes et maghrébines racontent le parcours d'exil de leur maman et les liens qui les unissent. L'Espace Mag les a reçues pour une lecture performée mise en place par l'ASBL Paragraphe. Juliette était l'une de ces femmes et Nicolas Francom l'a rencontrée. Portrait. Je m'appelle Juliette Berquet et je suis la fille de Véronique Ndema Ndekoma. Tu as grandi à Binga, dans la province de l'Équateur. Tu habitais dans une grande maison, une maison en briques. Il y avait même une cour intérieure. Vous manquiez de rien, vous avez tout. Vous vivez bien à cette époque. Vous viviez en harmonie avec les Mundélé, les Blancs et les Congolais. Petite, tu as été à l'école tenue par les bonnes sœurs. Tu adorais aller à l'école. C'était ton échappatoire à toi. Après ces années-là, tu as intégré, tu es devenue assistante enseignante. Et là, tu as adoré parce que tu pouvais partager ce que tu avais appris à l'école. C'est aussi à ce moment-là que tu as rencontré papa. C'était un bel homme, il faut le reconnaître. Il t'a littéralement couru après. Ouais. Et ça, papa, ça c'était à Guémena. Ça, c'est dans le garage. Oui, oui. Dans son camion. Oui, on a toujours ce garage-là. Cigarette à la main, cigarette en bouche. Il fumait, ton papa. Et alors ça, c'est une autre photo que j'ai trouvée. Quand tu étais sortie de l'hôpital, ouais. il avait eu la méningite de sortir de l'hôpital. C'est une des seules, je devrais l'encadrer, celle-ci. Hein. Oui. Je vais trouver un... Ah, mais j'ai un cadre là, je vais voir. Je le mettrai dans... C'est ça aussi avec les départs, c'est que on est parti dans la précipitation, on n'a pas eu le temps de prendre les photos, prendre nos souvenirs. Et après, quand t'es reparti, il y a eu les pillages, il n'y avait plus rien. Après nous, oui. Ouais, les souvenirs. Mais je pensais qu'ils mettraient aussi les photos dans le livre, mais ils n'ont pas mis. Ils ont juste mis les textes. Les photos, c'était pour... Si, je l'ai vu là tantôt. Les photos ils ont mis à la fin? Non, ça, c'est une photo à nous, en groupe. J'ai vu quelque part là, dans la mienne. Ah, ils l'ont mis... Ah, tu sais que j'ai même pas vu. Ok, ils l'ont mis à la fin. Je me suis rendu compte qu'en fait, ma mère a fait énormément de sacrifices par rapport à sa vie d'avant, par rapport à notre départ, de quitter le Congo et d'arriver en Belgique. Et en tant qu'enfant, on prend tout pour acquis. Notre maman est toujours là, elle s'occupe de nous. J'ai eu plein de problèmes de santé pendant ma petite enfance et aussi pendant mon adolescence et aussi ma vie d'adulte. Elle a toujours été là. Et j'ai jamais vraiment pris ce temps de l'écouter en dehors des 4 murs d'une chambre d'hôpital. Et en découvrant, en fait, par rapport à nos échanges, je me suis découvert moi, parce que j'ai l'impression de refaire le même cheminement qu'eux. Pas seulement ma mère, mais mon père aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait, en quittant leur pays, le Congo, ils ont mis énormément de choses de côté pour le bien-être de leurs enfants. C'était un peu une façon de la remettre à sa juste place par rapport à tout ce qu'elle a fait pour nous avant, déjà quand on était petits au Congo, et aussi les sacrifices, toutes les choses qu'elle a mis de côté pour nous en étant en Belgique jusqu'à aujourd'hui. Et nous, tes enfants, nous avons grandi comme des enfants de blanc, des enfants rois. On avait tout. On était dans l'abondance. On vivait dans une parcelle qui avait la taille d'un terrain de football. On était tout le temps dehors. Pendant les vacances, on allait à la plantation. On courait dans la nature. On allait nager dans les rivières. C'était juste incroyable. Malheureusement, les signes du déclin ont commencé à se faire sentir. Le niveau scolaire baissait, la santé aussi, la justice. Et vous avez pris cette décision de nous emmener en Belgique. Du jour au lendemain, tu t'es retrouvé dans un pays inconnu, avec des gens inconnus, un pays qui n'était pas le tien, avec des gens que tu ne connaissais pas. Je pense que c'était une décision les plus dures pour ma maman de partir. Elle avait toute sa famille au Congo. Elle n'était jamais venue en Europe. Elle n'avait jamais pris l'avion, même pour aller à la capitale, Kinshasa. Elle avait l'habitude de voyager, mais les pays limitrophes. Ils ont pris la décision parce que ma grande sœur est arrivée en Europe 2 ans plus tôt pour les études, parce qu'elle passait le cursus primaire secondaire. Et là où on était, le niveau de l'école, étant donné qu'il y a eu beaucoup de Belges qui sont partis, l'école était principalement tenue par des Belges et aussi par des personnes religieuses.
il y avait vraiment une fracture par rapport à une qualité de l'éducation. Et je pense que ça a été une des premières raisons de nous envoyer en Europe, c'était l'éducation. Et aussi parce que ma sœur aînée était déjà venue. Donc pour mon père, et je pense pour ma mère aussi, c'était normal que la famille soit ensemble. Quand je suis tombée malade, quand j'ai eu le cancer, la première chose qu'on perd, en fait, c'est ses cheveux. Et je ne trouvais pas de bonnet qui était joli, qui faisait jeune, et surtout qui me donnait un air de ne pas être malade. Et ma mère m'a fait mes premiers bonnets. Et elle les a fait avec des chutes de tissu et avec du wax, parce que je voulais quand même avoir ce côté wax. Et dans ma reconstruction, j'ai fait la rencontre de Marie-Ange, qui est une créatrice de turbans, comme je porte là, Miley's Head Wrap. Et instinctivement, en fait, je me suis dit, mais si j'avais connu Marie-Ange pendant mon traitement, ça aurait changé beaucoup de choses parce que j'aurais été beaucoup plus féminine, j'aurais osé porter plus de couleurs. Et je trouve que c'est super important que toutes les personnes qui passent par là puissent se revaloriser leur identité en lien avec des tissus qui ont en lien avec leur culture aussi, parce que quand on traverse la maladie, il y a ce côté, en fait, on ne sait pas si on va s'en sortir. Et il y a ce côté où on se rattache à nos racines. Le projet d'écriture du livre est arrivé quelques temps après. Et ça a aussi été une thérapie de pouvoir de nouveau me replonger dans l'histoire de ma mère, de découvrir sa source de thérapie, qui était la couture, qui était essentiellement en fait la première source de thérapie de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère avait des difficultés à avoir des enfants. Et je pense que le fait de coudre pour elle et de revaloriser le wax et de pouvoir faire des vêtements, elle faisait des vêtements autant pour les hommes que pour les femmes, ça a été une thérapie pour elle pour combler ce manque de ne pas avoir d'enfants. Moi qui n'ose pas, et là c'est direct... Ma période, ma traversée de la maladie a été une période de rétrospection et une période d'acceptation. Par rapport à mes origines africaines. Et le travail du livre a juste concrétisé tout ça, de pouvoir retourner à la source et de savoir en fait d'où je viens, qui je suis, et de revaloriser en fait mes racines et mes origines, que je regrette d'avoir un peu refoulé et enfoui pour rentrer dans les cases et me faire accepter. L'année d'écriture de ce livre a été vraiment une thérapie parce qu'on a pu faire pause, on a pu vraiment retourner à la base, à la source et questionner, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis. Questionner toutes les choses par rapport à nos origines et aussi par rapport à notre histoire et découvrir en fait, moi je me découvre maintenant en tant que créatrice, en tant qu'entrepreneuse. Mais en fait, ma mère l'était, ma grand-mère l'était. Donc, c'est un peu... je reviens à la base, je reviens à mes racines. Mais pendant le spectacle, en fait, j'ai lu quelques petits passages. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à ma famille et à mes amis et à toutes les personnes que je soutenais avec mes projets et mes commerces. C'est comme si j'avais fui du jour au lendemain. Longtemps, je me suis culpabilisée d'avoir laissé mes proches au Congo, d'être partie de l'autre côté, en Europe. J'en ai beaucoup souffert. J'ai pleuré des nuits entières. Du jour au lendemain, sans aucune préparation, je me retrouvais seule à bord, dans une maison qui n'était pas la mienne, dans un pays étranger et avec 5 enfants à gérer. Après 2 ans de notre arrivée en Belgique, on était finalement chez nous. On avait finalement une maison. On a habité dans un quartier social qui s'appelle Andromède, à Aulnay-Saint-Lambert. Et là, on avait une maison, on avait une chambre, chacun avait son espace. Il y avait beaucoup de mamans, des mamans solo, des mamans venues de l'étranger, avec des enfants, familles nombreuses. Et là, on s'est directement retrouvés connectés. Et c'était la première fois en 2 ans qu'on s'est sentis finalement chez nous. Pour retrouver ces femmes et leurs histoires, eh bien, un livre, Grand-mère en lumière, aux éditions Malmström Révolution, qu'on vous conseille pour Noël peut-être. Un grand merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous.